Il y a encore tout un groupe de personnes qui disent « il faut aller jusqu'au bout ». Il y a beaucoup de gens, on en voit quelques-uns ici à l'écran. Il y a aussi des organisations comme l'AOI, la Fondation pour la défense des démocraties. Yoav Gallant, en Israël, adore cette idée d'aller jusqu'au bout. On voit bien le fil conducteur. C'est le même pour tous. Et puis, il y a les grands journaux, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post. Oui, eux aussi disent « Allez, finissons le travail ». Mais comme vous l'avez dit, le président Trump ne l'a pas fait jusqu'à présent. Pourtant, ces gens continuent de pousser dans cette direction. Mais il y a 3 vents contraires à cela, et j'aimerais que vous parliez de chacun d'eux dans l'ordre. D'abord, on a utilisé énormément de munitions au début, et je parle des systèmes d'armes clés, les JASSM, les missiles de croisière à longue portée, les Tomahawk, les intercepteurs THAAD et les intercepteurs PAC-3. Donc 2 systèmes offensifs et 2 défensifs. Il va déjà falloir des années pour se remettre de ce qu'on a fait là. Et puis, l'autre moitié du problème, c'est que l'Iran a retrouvé l'accès à la plupart de ses sites de missiles et à ses installations souterraines. Peu importe ce qu'on a fait, utiliser autant de munitions ne les a pas neutralisés, et ils se sont déjà rétablis. Alors pourquoi certains insistent autant pour quelque chose qui, de toute évidence, ne peut pas fonctionner? Sur la première option, terminer le travail, les États-Unis ont déjà fait des mouvements intermédiaires, même ces derniers jours. Il semble qu'ils aient détruit une installation radar iranienne sur l'île de Surak. Et ces frappes contre les petites îles du détroit, ça ressemble à un prélude à une possible attaque militaire, ou peut-être à l'occupation de l'une de ces îles, ou d'un point stratégique dans le détroit. Qui sait? Mais ça paraît logique dans cette direction, même si je trouve peu probable que les États-Unis puissent vraiment débarquer et tenir un territoire. Mais bon, peut-être qu'ils se contentent pour l'instant de se tester, de se jauger. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est la question de l'épuisement des stocks d'armes. Là, c'est évidemment une situation bien réelle, et les États-Unis auraient besoin de gagner du temps. Donc, peut-être que toute cette agitation diplomatique, ces allers-retours, ces faux-semblants, tout ça, c'est simplement une manière de temporiser. S'ils pensent, si Trump ou Hegseth hésitent, qu'ils ont assez de stocks, qu'ils peuvent en transférer depuis d'autres sites et les mettre en place, ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plus. Mais s'ils estiment en avoir assez pour organiser une sorte de grand feu d'artifice militaire qui durerait 1 ou 2 semaines, ils pourraient alors déclarer « mission accomplie ». Ce serait pourtant une paix sans paix. En d'autres termes, ce serait comme une autorisation permanente pour un futur conflit où les États-Unis pourraient simplement piquer l'Iran de temps en temps et continuer ce genre de manœuvre sans lancer une nouvelle attaque militaire d'envergure. Pas tout de suite, pas avant de pouvoir porter un coup vraiment décisif à l'Iran. Donc on est coincé dans une sorte de phase intermédiaire. Je ne vois pas d'accord négocié qui puisse être contraignant, donc les États-Unis sont vraiment dans l'impasse. Est-ce qu'on est aussi bloqué par le fait que, même s'ils essayent, on doit juste attendre un peu? Enfin, t'as vu ce truc, ça pourrait prendre des années, rien que pour avoir un remplaçant. Mais ensuite, il y a la question de... D'accord, imaginons qu'on remplace tout. Est-ce qu'un missile JASSM ou un Tomahawk va réussir à percer une montagne qui n'a pas traversé la dernière fois? En fait, c'est quoi le but final ici? Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est un peu comme ce que Karl Rove appelait les acteurs de l'histoire. En gros, ils pourraient tout simplement détruire les infrastructures iraniennes, le réseau électrique, frapper à nouveau le champ gazier de South Pars et le complexe pétrochimique, puis dire que voilà, l'Iran vient de perdre encore 5 ans. Ensuite, ils attendraient 1 an, et peut-être qu'ils referaient quelque chose plus tard. Après 1 an, qui sait.
Mais on sait tous que l'Iran va riposter. Donc ça ne fonctionnerait pas vraiment non plus. Honnêtement, plus Trump attend avant de répondre militairement après toutes ces menaces, plus le coût politique augmente, à la fois à l'intérieur des États-Unis et sur le plan international. Sa réputation se dégrade un peu plus chaque jour qu'il attend. Donc soit, je ne veux pas employer de mots grossiers, mais enfin, soit il agit, soit il laisse tomber, pour ainsi dire. Il est coincé entre les deux. Et Israël, de son côté, a aussi besoin de gagner du temps, parce que ses défenses sont clairement affaiblies. Donc, cette situation leur est utile. Vous remarquez aussi qu'Israël continue de mener des incursions au Liban et que ça s'intensifie maintenant. Et ça, c'est aussi une partie de tout accord global, n'est-ce pas? Ce qui se passe au Liban en fait partie. Les États-Unis et Israël veulent séparer les deux dossiers, mais du point de vue iranien, tout ça fait partie des négociations, ou plus largement, de la géopolitique. En résumé, il n'y a pas vraiment d'alternative viable pour revenir en arrière. Si on le faisait, parce qu'on n'a même pas parlé du fait que l'Iran, si on reprenait une quelconque forme de confrontation, il détruirait toute l'infrastructure énergétique, peut-être même les usines de dessalement et tout le reste au Moyen-Orient. Ça ravagerait complètement la région et ça nous plongerait presque à coup sûr dans une dépression mondiale. Donc ça, c'est déjà un énorme obstacle. Mais il y a un autre facteur qui joue contre l'idée de revenir à cette stratégie. Ou peut-être que dans ce cas, c'est plutôt un facteur favorable, c'est Israël. On va parler séparément de plusieurs aspects concernant Israël et cette histoire avec le Liban. Mais parlons de l'autre côté. Je viens de te montrer plusieurs Américains qui essayent de pousser dans ce sens. Qu'en est-il du point de vue israélien? Pourquoi veulent-ils que Trump relance une opération militaire, alors qu'une analyse rationnelle montre clairement que ça n'atteindrait pas les objectifs recherchés? Israël considère l'Iran comme une menace, c'est certain. Peut-être même comme une menace existentielle. Ils les considèrent clairement comme une menace politique, parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Ils défendent les plus faibles, en l'occurrence la cause palestinienne. Mais la principale préoccupation d'Israël, en termes de priorité, ce n'est pas l'Iran, parce que l'Iran a montré qu'il pouvait cesser les hostilités. Si personne ne leur tire dessus, ils arrêtent aussi. Donc, sur la scène internationale, l'Iran agit de manière rationnelle. Israël ne s'en inquiète pas trop de ce point de vue-là. Ce qui préoccupe Israël, ce sont ses objectifs dans son environnement immédiat, le sud du Liban, la bande de Gaza, la Cisjordanie, et peut-être au-delà, certainement aussi en Syrie. En ce qui concerne l'expansion de ses frontières, c'est une occasion qu'Israël ne peut pas laisser passer. Ils ont déjà fait d'énormes progrès pour étendre leurs frontières et s'approprier des territoires appartenant à plusieurs États arabes voisins. Ils pensent donc que c'est une occasion en or, sur le plan historique, pour Israël de réaliser le rêve du projet du Grand Israël, du moins d'en poser les premières bases. C'est ça leur préoccupation. Et ils sont tout à fait contents de laisser les États-Unis faire tout le travail difficile, échanger des coups avec l'Iran, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire. Pendant ce temps, Israël va s'occuper ici de ce qu'il fait au sud Liban. Et vous savez, l'Iran est malin. C'est un véritable acteur géopolitique parce qu'il a les moyens et l'influence nécessaires pour intégrer la question libanaise dans les négociations. En d'autres termes, ça fait partie de ce qu'on appelle l'accord, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que l'Iran sait qu'Israël peut utiliser les civils au Liban, et ils savent aussi que l'Iran se soucie des Palestiniens, des Libanais et plus largement des populations de la région. Et Israël peut s'en servir comme levier contre l'Iran, ou pour bloquer, voire saboter, les négociations avec les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont fait cette déclaration précise, il y a plusieurs mois, en exigeant un cessez-le-feu au Liban. Parce que l'Iran ne veut pas se retrouver exposé
à ce qu'Israël puisse utiliser cette situation dans la dynamique à trois entre les États-Unis, Israël et l'Iran, quand il s'agit de négociations, à quatre, si on compte le Liban. Mais le Liban, lui, n'a pas vraiment de marge de manœuvre, comme on le voit en ce moment, à part ce que fait le Hezbollah dans le sud du pays pour défendre ce territoire. Donc c'est très habile de la part de l'Iran de ne pas lâcher ce point et d'en faire un dossier à part, parce qu'en agissant ainsi, il affaiblit les autres sujets qu'il essaie de négocier ailleurs. Regardons ça de plus près. Si Israël pousse dans le sens d'un retour à une décision insensée, celle de repartir en guerre, alors en même temps, il freine la deuxième option, celle d'un règlement négocié. J'ai entendu beaucoup de gens, et on en a reçu plusieurs dans cette émission, dire que la plus grande crainte d'Israël, en réalité, c'est que Trump cède à ce qu'ils appellent la pression et qu'il accepte une forme de règlement négocié, quel qu'il soit, juste pour en finir. Et comme vous l'avez mentionné, l'un des plus gros enjeux, peut-être même le principal, c'est la question libanaise. Voilà d'ailleurs ce que Netanyahou a déclaré ce matin à ce sujet. Il n'y aura pas de situation où le Hezbollah attaquera nos villes et nos citoyens, pendant que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth et à la Dahia resteraient intouchables. Alors écoutez bien ça. Surtout quand on est un public occidental, on se dit « Eh bien oui, évidemment. Si ces terroristes attaquent Israël là-bas, bon sang. Bien sûr qu'ils ont le droit de se défendre. Comment oser dire le contraire? Ah, attendez une minute. Regardons les infos. Israël a envahi le Liban, ouvrant un nouveau front contre l'Iran, et ça c'était le 16 mars, dans cette version précise des événements. Donc, on ne peut pas envahir un pays, puis dire « bon, ils ont riposté. Comment osent-ils » Et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on est vraiment dans une logique circulaire, complètement illogique si on peut dire. Mais maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas, certains, même parmi ceux qui regardent l'émission, se disent peut-être « d'accord, le Hezbollah c'est un peu un proxy de l'Iran, donc je comprends qu'il s'y intéresse un peu. » Mais je veux vous montrer ce que Nima Al-Horshid a dit dans notre émission, parce que ce n'est pas juste important, c'est absolument central pour l'Iran. Les deux autres points qui sont vraiment essentiels du côté iranien concernent d'abord la libération immédiate de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Ça, ce sera une partie de l'accord. Quand ils annonceront la signature du document, les deux parties déclareront qu'elles l'ont signé et il faudra qu'il y ait une libération immédiate de ces 12 milliards de dollars d'avoirs gelés. Et le deuxième point, qui est selon moi le plus important de tout le mémorandum d'entente, c'est le cessez-le-feu au Liban. Il n'y a absolument aucune chance que l'Iran accepte un accord, quel qu'il soit, avec les États-Unis, sans qu'un cessez-le-feu soit mis en place au Liban. Ce sont des questions majeures, colonel. Je ne sais pas si les États-Unis vont utiliser une forme de levier pour faire pression sur Benjamin Netanyahou en Israël afin d'obtenir un tel résultat. Alors laissez-moi vous poser la question. On pourrait parler de toutes sortes d'accords, de ce protocole d'entente, de l'ouverture du détroit, des deux blocus qui se lèvent. On pourrait parler de tout ça, et oui, c'est important. Mais si on ne dépasse pas cette question libanaise, alors rien d'autre n'avance, rien d'autre n'arrive sur la table. Alors, pourquoi, à votre avis? Ou plutôt, la vraie question, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'Israël a en quelque sorte un droit de veto sur toute négociation, en disant, peu importe ce que dit le président Trump, on va continuer à accélérer et à intensifier nos actions au Liban. Alors, est-ce qu'Israël est vraiment celui qui tient les rênes ici? Oui, c'est vrai. Et tu l'as très bien dit, Daniel. Ils ont en quelque sorte un droit de veto sur les négociations, tant que le Liban fait partie du paquet. Mais avec le temps,
Si l'Iran reste ferme et ne fait aucune concession là-dessus, ça finit par entraîner Israël dans le jeu des reproches. Du coup, ceux qui veulent la paix, qui veulent la stabilité dans la région, pourront pointer Israël du doigt. C'est ce qui finira par arriver, si ce n'est pas déjà en train de se produire. Donc, ce que fait Israël en gros, c'est jouer un jeu de tromperie, en disant que le Hezbollah attaque, qu'il terrorise les Israéliens, qu'il ne vise que des cibles militaires. Israël, de son côté, tue des milliers de civils libanais et il menace d'une destruction massive en donnant des ordres d'évacuation à, vous savez, la 3e plus grande ville du Liban, la ville historique de Tyr. Ils disent « Vous devez partir, on va raser l'endroit ». On revient donc encore une fois à ce discours sur le génocide. Ce sont exactement les mêmes tactiques qu'ils utilisent à Gaza. Et c'est là que réside une partie du problème dans cette discussion. Bien sûr, je dois faire très attention à la façon dont je formule les choses, à cause des questions juridiques, des interdictions légales qui classent le Hezbollah comme organisation terroriste, selon les gouvernements occidentaux et Israël. Et c'est justement ce qui complique cette conversation. Parce que si vous reconnaissez, ne serait-ce qu'un peu, que le Hezbollah est un exemple, un mouvement basé dans le sud du Liban, issu du sud du Liban, qui mène une lutte de libération contre une force d'occupation, contre un ennemi envahisseur, alors vous risquez de tomber sous le coup des lois sur la censure ou sur le terrorisme, et ainsi de suite. C'est l'un des problèmes. Israël, lui, n'a pas à respecter ce genre de limites dans le débat, alors que tout le monde doit le faire. Et c'est quand même assez flagrant à quel point la situation est déséquilibrée au Liban. Mais Israël continue d'y échapper parce qu'il bénéficie d'un avantage dans cette guerre du contrôle du discours, en raison de la désignation du Hezbollah comme organisation terroriste. C'est là une grande partie du problème. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune négociation, aucun vrai dialogue entre les forces souveraines au Liban et le reste des acteurs. Netanyahou ment quand il dit que le Hezbollah terrorise les Israéliens, parce que ce n'est pas le cas. Il mène un combat militaire très strict contre des cibles militaires. Israël, en revanche, pratique un véritable terrorisme. Il tue massivement des civils et menace de raser des villes. Franchement, on ne peut pas faire plus terroriste que ça. Oui, je sais que tu évoques cette question des désignations. Tu sais, pour ceux qui ne sont peut-être pas très au clair là-dessus, je me demande si tu pourrais rapidement faire une petite parenthèse. On entend souvent dire que le Hezbollah est un proxy de l'Iran, que l'Iran aurait créé toute une série de groupes pour s'en prendre à Israël et ainsi de suite. Mais d'après ce que tu comprends, quelle est la véritable origine du Hezbollah? Comment ce mouvement a-t-il été créé au départ ou qu'est-ce qui a provoqué son émergence? Eh bien, c'est un fait historique. Le Hezbollah n'existait pas, et n'existerait sans doute pas, sans l'occupation israélienne du Sud-Liban pendant 2 décennies, pendant environ 20 ans, les années 80 et 90, disons. Le Hezbollah a été créé, fondé, né de cette situation. Parce que ce qu'Israël a fait, c'est qu'ils ont mis en place une sorte de force supplétive, une force proxy israélienne, la force de sécurité du Sud-Liban, l'armée du Sud-Liban. Et ils s'en sont servis pour brutaliser la population locale pendant les années 80 et 90. Et le Hezbollah s'est battu contre ça. Ils sont apparus officiellement en 1985, bien après Beyrouth. L'attentat contre la caserne des Marines. Mais le seul exemple que les États-Unis citent toujours pour accuser le Hezbollah d'avoir tué des Américains, c'est celui de l'attentat de Beyrouth contre la caserne des Marines. Or, il y a d'autres explications possibles. Et d'autres acteurs qui auraient eu intérêt à voir les États-Unis quitter le Liban en 1982 et 83
y compris Israël lui-même. Mais ça, c'est un autre débat. Ces hypothèses existent. Le Hezbollah n'aurait jamais vu le jour sans l'occupation du Sud-Liban par Israël. Et d'une certaine manière, on pourrait sans doute faire le même raisonnement sur le plan technique à propos du Hamas à Gaza. Il n'y aurait pas de Hamas s'il n'y avait pas cette occupation brutale et toutes ces opérations périodiques, ce que les Israéliens appellent tondre la pelouse à Gaza. Il n'y aurait pas d'Hamas. Je veux dire, il n'existerait tout simplement pas. C'est bien là le problème dans cette discussion. On ne peut pas vraiment avoir un débat ou une analyse objective, parce que tout est déjà tellement chargé. Dès qu'on colle cette étiquette de terrorisme, il devient pratiquement impossible d'avoir une conversation analytique et objective. Et franchement, ça rend très difficile tout avancer vers un accord négocié qui ait du sens, parce qu'on parle ici d'une population autochtone. C'est difficile, très difficile. Regardons cette partie de l'équation ici. D'accord, je vérifie que je suis toujours dans le cadre. Voici les nouvelles israéliennes d'aujourd'hui. La trêve au Liban s'effondre. Netanyahou ordonne à Tsahal de reprendre les frappes contre le Hezbollah à Beyrouth. Gary vient de vous montrer un titre. En ce moment, des gens essayent de fuir Beyrouth, par crainte de ce qui pourrait arriver. Mais voyons un peu quelles ont été les réactions. Là, c'est aussi de ce matin. On est le 1er juin, tôt ce matin, heure locale. Ghalibaf, le président du Parlement iranien et principal négociateur, déclare que le blocus naval et l'escalade des crimes de guerre au Liban par le régime sioniste sont la preuve évidente du non-respect du cessez-le-feu par les États-Unis. Chaque choix a un prix, et la facture finit toujours par arriver. Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. That was echoed and expanded a little bit by Abbas Araghchi, the Iranian foreign minister, who says, for urgent attention, a ceasefire between Iran and the United States constitutes, without any ambiguity, a comprehensive ceasefire across all fronts, specifically, he says, including Lebanon. Any violation of this ceasefire on one side shall be considered. Les États-Unis, East-Wars told pas la responsabilité et se fondent de tout prix de la trêve. Alors, laissez-moi vous demander, vous avez aussi des sources iraniennes. C'est une déclaration assez forte, et ça fait écho à quelque chose qu'on a montré vers la fin de la semaine dernière. Mohsen Rezaei, je crois que c'est son nom, le conseiller militaire principal du guide suprême, a dit en gros, si ce blocus n'est pas levé, on pourrait le lever par des moyens militaires. Vous voyez une possibilité que ces négociations s'effondrent à cause de la question du Liban, et que ce soit l'Iran qui relance les hostilités. Qu'est-ce que selon vous, ils veulent dire par là? C'est possible, oui, c'est possible. Mais au minimum, même si l'Iran ne lance pas sa propre vague d'hostilité militaire, même si ce n'est pas le cas, les États-Unis et Israël essaient d'agir au Liban et en Syrie occupée, comme si c'était une situation à part. Et jusqu'ici, ils ont réussi à faire passer ça dans la presse. Mais ce que fait l'Iran, en élargissant le champ, c'est d'étendre, disons, la zone de préoccupation liée à un règlement global. Et c'est très proche de la manière dont l'Iran a intégré les États du Golfe dans ce conflit, parce qu'ils accueillent des bases américaines. Quand on regarde les médias américains, on voit bien qu'ils ne veulent pas vraiment inclure les États du Golfe comme des co-belligérants, disons, parce qu'ils accueillent des bases et des installations militaires américaines. En Occident, et chez ceux qui défendent cette position, on tient beaucoup à séparer tout ça, à compartimenter les choses. De son côté, l'Iran, très habilement, essaie d'aborder la situation de manière globale. Et ça va marcher. Je vous le dis, ça a déjà marché avec les pays du Golfe, et ça a changé leur comportement. Et s'ils restent fermes, ça marchera aussi ici.
À terme, la communauté internationale, ça prendra peut-être du temps, mais la communauté internationale, les Européens et d'autres acteurs occidentaux finiront par considérer Israël comme le principal obstacle à toute désescalade ou à tout règlement négocié. Et l'Iran le sait. Et je pense que c'est pour ça qu'il joue sur le long terme. Les États-Unis, eux, sont dans une logique de court terme surtout, toujours en train de gérer les tactiques au jour le jour. Alors que l'Iran, c'est beaucoup plus clair. Ils ont une stratégie à long terme. Ils l'ont intégrée à leurs exigences et à leur manière de négocier. Et je pense que les États-Unis ont vraiment du mal avec ça. Ils peinent à s'y adapter. Et Israël, de son côté, va simplement continuer à chercher à atteindre ses objectifs militaires dans son voisinage immédiat.